Bonjour à tous, je me présente, je suis Amina Boudak, étudiante en 5e année médecine à l'Université de médecine d'Alger. Je vais aujourd'hui vous présenter un cours que je juge assez important pour le module d'orthopédie, qui est le cours des généralités sur les fractures. Pour le plan, on va d'abord voir quelques définitions, les causes des fractures. On va voir comment diagnostiquer une fracture sur le plan clinique puis sur le plan radiologique. On va voir quelques principes de consolidation et enfin la prise en charge et les complications fréquentes des fractures et du traitement. Pour commencer, quelques définitions. Qu'est-ce qu'une fracture? Alors une fracture est une solution de continuité. On va trouver ça dans plusieurs livres, dans plusieurs écrits. Qu'est-ce qu'une solution de continuité? C'est une interruption de la continuité d'un os. Donc cette interruption, elle peut être totale, c'est-à-dire intéressant les deux corticales. Donc on aura deux fragments. Elle peut être partielle en bois vert, c'est-à-dire intéressant qu'une seule corticale. On n'aura pas deux fragments, mais la fracture sera quand même visible. Qu'est-ce qu'une entorse? Alors quand on parle d'entorse, on parle de ligaments. Les ligaments sont les moyens d'union d'une articulation. Alors une entorse, ça peut être une élongation, comme ça peut être une déchirure carrément d'un ligament. Une luxation, quand on parle de luxation, on parle d'articulation. Luxation est une perte permanente, mais surtout totale du contact entre les deux surfaces articulaires. Il n'y a plus aucun contact entre les deux os. C'est-à-dire qu'une luxation va s'accompagner par une déchirure ligamentaire, une élongation, des ligaments contralatéraux, etc. Donc une luxation, c'est assez grave comme atteinte. La subluxation, c'est une perte partielle du contact entre les deux surfaces articulaires. Donc, perte partielle, c'est-à-dire que le contact est là, mais il est anormal. Il y aura une perte partielle du contact entre les deux surfaces articulaires. Un polyfracturé est un individu qui présente plusieurs fractures sans mise en jeu du pronostic vital. C'est-à-dire qu'il a beau avoir plusieurs fractures en membre supérieur comme en membre inférieur, mais aucune d'elles n'est assez grave pour mettre en jeu son pronostic vital. Un polytraumatisé, par contre, est un individu qui présente plusieurs fractures dont une va mettre en jeu le pronostic vital. Par exemple, quelqu'un qui a plusieurs fractures en membre supérieur, plusieurs fractures en membre inférieur, mais une fracture au niveau du col fémoral, d'un des deux cols fémoraux. Cette fracture-là est une fracture assez grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital, surtout chez le sujet âgé. Alors, qu'est-ce qui peut me causer une fracture? Est-ce que, par exemple, si je chute de ma hauteur, je peux avoir une fracture? Eh bien, la réponse est simple. Il y a plusieurs causes des fractures, dont les accidents de la circulation. Alors, un accident de la circulation est un accident où l'individu fracturé était dans un véhicule. Donc, c'est un accident de la circulation. Un accident de la voie publique, par contre, est un accident où l'individu fracturé était en train de marcher, il a été percuté par un véhicule. Donc, il faut bien faire la différence entre un accident de la circulation et un accident de la voie publique. Je peux me fracturer aussi si je fais du sport, mais il faut savoir que c'est les sportifs de haut niveau qui risquent plus les accidents sportifs par surmenage de leurs os. Un accident de domicile, par exemple, les personnes âgées qui chutent de leur hauteur dans leur maison peuvent avoir des fractures assez graves comme la fracture du col du fémur. Les accidents de travail, pour les travailleurs, par exemple, qui travaillent en hauteur, les travailleurs du bâtiment, ils peuvent se fracturer en tombant. Et enfin, les coups et blessures volontaires ou plaies par arme à feu peuvent engendrer certaines fractures. Donc, en réponse à ma première question, est-ce qu'en tombant, je peux me fracturer l'os? Eh bien, c'est simple. Il y a plusieurs facteurs qui font que je peux me fracturer ou pas mon os. Premièrement, est-ce que mon os est en bonne santé ou est-ce qu'il est fragile? Il faut savoir que en augmentant, donc en grandissant, les personnes âgées vont avoir un os plus fragile que les personnes donc jeunes en bonne santé. Surtout, ce phénomène est aggravé par la ménopause qui va engendrer l'ostéoporose. Donc, une personne âgée qui tombe de sa hauteur peut se fracturer, contrairement à un jeune qui est en bonne santé, il peut donc tomber de sa hauteur, il n'aura
aucune fracture. Ça dépend aussi de est-ce que je surmène mon os ou pas. Un sportif de haut niveau qui surmène ses os peut avoir plus facilement une fracture qu'un os d'un sujet jeune. Et au final, on peut avoir des os malades, par exemple, les gens qui présentent des ostéoporoses, les gens qui présentent des tumeurs osseuses ont un os plus fragile que les gens en bonne santé, donc peuvent présenter des fractures plus facilement que les sujets en bonne santé. Alors, on passe au diagnostic d'une fracture, c'est très important. Tout médecin doit savoir diagnostiquer et prendre en charge très vite une fracture. Le diagnostic d'une fracture passe par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est l'interrogatoire, l'étape capitale dans tout domaine de la médecine, hein, l'interrogatoire. La deuxième étape consiste à repérer les signes d'une fracture. On va chercher est-ce que c'est une fracture ou pas, donc chercher les signes qui vont confirmer ou infirmer une fracture. Et enfin, on va chercher les lésions associées à cette fracture. Alors, pour l'interrogatoire, on sait que tout bon examen commence par un bon interrogatoire. On va chercher, comme dans tout domaine, les données de l'état civil, donc le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le sexe, la profession, les antécédents médicaux et chirurgicaux. On va ensuite s'intéresser de plus près à l'accident, chercher la date et l'heure et les circonstances de l'accident sont très importantes. Alors, un accident qui a eu il y a 15 jours n'est pas comme un accident qui a eu il y a 30 minutes, qui a été engendré il y a 30 minutes. Donc, pour les circonstances de l'accident, on va chercher d'abord le mécanisme. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de mécanismes d'une fracture. La fracture peut être directe, le mécanisme plutôt, il peut être direct ou indirect. Alors, un mécanisme direct, c'est-à-dire que j'ai reçu un coup où j'ai chuté sur cet os et j'ai eu une fracture dans cet os. Donc, c'est un mécanisme direct. La chute ou l'impact a eu directement lieu sur l'os, donc la fracture a eu lieu aussi à cet endroit. Le mécanisme indirect, c'est une chute ou un coup que j'ai reçu à distance de la fracture, mais l'os s'est fracturé à cet endroit. Il faut savoir que ce sont les mécanismes indirects qui sont plus fréquents que les mécanismes directs. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la fracture, dans le syndrome du tableau de bord, il faut savoir que quelqu'un qui croise les jambes quand il est sur le siège passager et qu'il reçoit un choc suite à un accident, donc au niveau de son genou, peut ne pas se fracturer la patella, mais peut se luxer la hanche et peut se fracturer le col du fémur. Donc, le mécanisme ici est indirect. J'ai reçu le coup au niveau de la patella et je me suis fracturé le col du fémur qui est quand même assez loin du point d'impact. Il faut aussi connaître la force du traumatisme. Un chute de sa hauteur n'a pas la même force qu'une chute, par exemple, de 3-4 mètres. Donc, il faut absolument chercher la force du traumatisme pour commencer à évaluer la possibilité d'avoir une fracture ou pas. Les conditions de ramassage, alors il faut savoir que, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est un polyfracturé, un polytraumatisé, les pompiers ou les services, une ambulance viendra le chercher, elle va prendre soin de le ramasser correctement pour ne pas aggraver ses lésions, car tout mouvement inapproprié pour la personne polytraumatisée peut engendrer d'autres lésions. Supposons que j'ai une fracture au niveau du col fémoral et que quelqu'un essaye de mobiliser mon membre, les deux fragments vont bouger, vont sectionner l'artère fémorale ou le nerf fémoral et j'aurai des lésions plus graves que la fracture elle-même. Les conditions de ramassage peuvent être bonnes, comme je vous l'ai dit, si par exemple c'est les pompiers ou une ambulance qui vient chercher le polytraumatisé. Elles peuvent être très mauvaises si par exemple c'est un proche qui essaye de bouger le membre de la personne fracturée, donc elle peut engendrer une section de nerfs, une section de vaisseau, une incarcération de muscles, etc. On va aussi chercher l'heure du dernier repas. Alors, il faut savoir qu'en orthopédie, c'est le traitement chirurgical qui prime sur le traitement orthopédique. Le traitement orthopédique n'a que une marge très étroite d'indication. Donc, on va le voir. Le traitement chirurgical est préféré dans plusieurs situations. De ce fait, on doit savoir l'heure du dernier repas
pour des causes de réanimation en fait. Tout simplement, le réanimateur doit savoir quand est-ce que a été l'heure du dernier repas pour tenir compte, pour pouvoir tenir compte de ça lors de sa réanimation. Et enfin, on va chercher les signes qui nous confirment ou nous infirment le traumatisme. Alors, repérer les signes du traumatisme ou les signes de la fracture. Comme deuxième étape du diagnostic d'une fracture. Alors, toute fracture va engendrer une douleur. Alors, chez une personne normale, la fracture va engendrer une douleur qui est insupportable, qui n'est pas calmée par les antalgiques habituels. Il faut savoir que la douleur n'est pas constante. Il y a certains cas où la personne peut ne pas ressentir de douleur. Par exemple, chez le sujet âgé, un sujet âgé peut se fracturer le col du fémur et ne pas sentir du tout de douleur. La déformation du membre, alors la déformation du membre n'est pas un signe constant non plus, mais il est présent, il est souvent présent. Alors la déformation du membre peut se retrouver si les fragments osseux ont bougé, s'il y a eu une fracture déplacée. C'est-à-dire que les fragments osseux ont bougé entre eux, ont créé une angulation, ont glissé entre eux, se sont chevauchés. On peut avoir une déformation du membre, un raccourcissement, une angulation, etc. On va avoir une impotence fonctionnelle, c'est un signe très révélateur donc c'est un signe très important, on va dire, lors d'une fracture. Quelqu'un qui s'est fracturé, par exemple, le col du fémur ne va pas pouvoir marcher normalement, ne va pas pouvoir marcher du tout, mais s'il peut marcher quand la fracture est engrainée, donc n'est pas déplacée, il va présenter une petite poitrine. Donc on aura une impotence fonctionnelle, une impossibilité à bouger le membre. Des signes locaux d'une réaction vasomotrice, quand on dit signes locaux de réaction vasomotrice, c'est-à-dire œdème, hématome, gonflement, etc. Donc on aura un membre très œdémacié, très chaud, on aura un hématome qui sera visible la plupart du temps, donc on verra clairement qu'il existe un problème au niveau de cette partie du membre. Et enfin, un craquement audible au moment du traumatisme ou à la mobilisation. Ça, c'est un signe qu'on peut trouver comme on peut ne pas retrouver. Donc, le craquement audible, soit la personne traumatisée l'a entendu lors de sa chute. Donc, ça peut être un plus pour le diagnostic, pour orienter le médecin dans son diagnostic. Soit au moment du ramassage ou au moment de l'examen, on entend un craquement lors de la mobilisation donc prudente du membre. Ça peut nous orienter éventuellement vers une fracture. La troisième étape, très importante, consiste à rechercher les lésions associées à cette fracture. Alors, comme lésions associées, le plus souvent retrouvées sont les lésions cutanées. Alors, les lésions cutanées sont de plusieurs types. De ce fait, on va distinguer donc les fractures ouvertes et les fractures fermées. Il faut savoir qu'une fracture fermée est une fracture sans lésion cutanée, c'est-à-dire si on regarde la peau, il n'y a aucun signe de fracture. Une fracture ouverte, c'est une fracture où le traumatisme a engendré une ouverture de la peau. Ici, on a deux types d'ouverture, soit une ouverture de dehors en dedans, c'est-à-dire que le traumatisme lui-même a engendré l'ouverture cutanée, et de ce fait, cela va augmenter, on va dire, les chances, si on peut dire, d'avoir une infection. Car là, au moment du traumatisme, je vais ouvrir la peau, je vais engendrer l'entrée de plus de germes. Il existe aussi la fracture ouverte de dedans en dehors, et là c'est une fracture où le fragment osseux s'est déplacé et a heurté la peau, donc il a ouvert la peau. Ici le risque d'infection est diminué car c'est le fragment osseux qui va perforer la peau, donc je vais avoir une ouverture de dedans en dehors puisque le milieu intérieur est stérile, donc je vais avoir moins de germes qui vont se condenser au niveau de l'ouverture. Les lésions les plus retrouvées sont les contusions, les plaies nettes. Ça peut être une plaie nette qui est suturable. Dès qu'on suture une plaie nette sur une fracture, la fracture est considérée comme fermée. Les excoriations et les flictènes qui peuvent exposer à des risques très importants d'infection, et les décollements sous-cutanés.
Alors ici on peut voir sur cette première image, c'est une plaie simple, une plaie qu'on peut suturer très facilement. Donc au bout d'un nettoyage et d'une suture, on peut considérer la fracture comme une fracture fermée. Ici on voit carrément un fragment osseux qui sort à travers la peau, donc c'est une lésion cutanée très grave. Et ici pareil, on voit une perte de substance qui est très importante ici. Et ici, on voit ce qu'on appelle un fixateur externe, ce qu'on va voir tout à l'heure dans les moyens de réduction et de contention d'une fracture. Les lésions aussi qu'on peut avoir, c'est les lésions vasculaires à type de thrombose, de compression, de rupture, mais surtout les plus graves sont les ruptures ou les sections de vaisseaux. Alors, il faut savoir que les lésions vasculaires, on peut les rechercher grâce à la recherche de poux. Donc, on va palper les poux. Si on ne retrouve pas les poux, le membre est froid, il devient bleuté. C'est un des signes qui peuvent orienter vers une lésion vasculaire. La lésion vasculaire est très grave, elle est très urgente. Donc il est très urgent de remettre l'artère ou le vaisseau sectionné, car on a un risque de nécrose et puis d'amputation à la suite. On peut avoir des lésions nerveuses, elles s'expriment par des déficits sensitivo-moteurs. Il faut savoir que les lésions nerveuses peuvent exister, elles sont pas très fréquentes, mais une lésion nerveuse peut attendre, pas comme une lésion vasculaire. Une lésion nerveuse, on peut quand même, on va dire, on a le droit de passer à côté d'une lésion nerveuse, mais pas à côté d'une lésion vasculaire, car la lésion vasculaire, on aura carrément le risque d'amputation. La lésion nerveuse, on peut rattraper le nerf quelques jours plus tard. Enfin, on a les lésions des corps charnus, les muscles et les tendons, à type de nécrose, d'ischémie, d'incarcération. Alors quand je dis incarcération, c'est, imaginons que j'ai deux fragments osseux, le muscle qui retient les deux fragments osseux va s'incarcérer, va venir se mettre entre les deux fragments osseux. Donc ce sera très, très délicat par la suite de retirer ce fragment de muscle, cette partie de muscle des deux fragments osseux. On peut avoir des contusions, des déchirures musculaires, des hématomes, carrément hématomes musculaires, des dévitalisations, etc. Donc les lésions des corps charnus, des muscles et des tendons sont là encore pas très très fréquentes, on va dire. Alors, comment on évalue une fracture radiologiquement? Alors, il faut savoir qu'au bout de mon interrogatoire et de mon examen clinique, je dois me décider, est-ce que c'est une fracture et je vais faire une radio? Est-ce que ce n'est pas une fracture, c'est autre chose et je vais m'orienter soit vers d'autres examens complémentaires, soit je ne vais pas du tout faire d'examen complémentaire. Alors, si au bout de mon examen clinique, j'ai conclu à une... alors, si au bout de mon examen clinique, j'ai conclu à une fracture, je dois m'orienter vers une radiologie du membre fracturé. Une radiographie du membre fracturé. Alors, les principes de la radiographie. Il faut que le membre soit pris au moins de face et de profil, donc 2 incidences pour le membre, parfois plus. Parfois, c'est pas une incidence face-profil, c'est une incidence face 3/4, par exemple, comme pour la main. Donc, je dois au moins avoir 2 clichés et je dois prendre le segment sus et le segment sous-jacent. Je dois prendre tout le segment, donc prendre l'articulation sus et l'articulation sous-jacente. Donc, je dois voir tout le membre. Je ne peux pas juste voir une partie du membre, car si je vois juste une partie du membre, je ne peux pas deviner à ce que le reste de l'os est sain. Comment interpréter une radiographie d'un membre fracturé? Alors, c'est très simple, il y a un nombre de paramètres qu'il faut chercher, qu'il faut observer. Premièrement, le siège de la fracture. Alors, il faut savoir que sur un os long, la fracture, elle peut être épiphysaire, articulaire ou non. Elle peut être diaphysaire, elle peut être métaphysaire et elle peut être apophysaire. Les épiphyses sont les parties
supérieur et inférieur de l'os. Donc je peux avoir un décollement épiphysaire, c'est-à-dire toute l'épiphyse va se décoller de la diaphyse. Je peux aussi avoir les fractures articulaires, c'est-à-dire que l'épiphyse peut se fracturer au milieu, donc j'aurai une partie de l'articulation qui va se décoller du reste de l'os. Je peux avoir une fracture diaphysaire, c'est-à-dire qui intéresse le tronc de l'os. Donc j'ai les épiphyses supérieures et inférieures. Entre les deux, j'ai la diaphyse, le tronc de l'os. Donc je peux avoir une fracture à ce niveau-là. Je peux avoir les fractures métaphysaires, surtout chez les adolescents où j'ai la métaphyse. La métaphyse, c'est le cartilage qui unit entre les épiphyses et la diaphyse. Donc je peux avoir une fracture à ce niveau-là qui va décoller l'épiphyse de la diaphyse. Et enfin, je peux avoir les fractures apophysaires. Les apophyses sont des saillies osseuses, comme par exemple le grand trochanter au niveau du fémur. Je peux avoir une fracture avulsion à ce niveau. Une avulsion, c'est un décollement carrément de cette partie-là de l'os, donc de cette saillie osseuse. Ici, on voit une fracture diaphysaire du tibia. Donc ici, on voit le tibia, ici, on voit la fibula. Ici, c'est un cliché de face et là, c'est un cliché de profil. On voit là clairement qu'il y a une fracture au niveau de la diaphyse. Ici, on voit une radiographie du poignet. Donc voici le radius, voici l'ulna sur une incidence de face, ensuite sur une incidence de profil. Sur l'incidence de face, on ne peut pas très bien voir la fracture, mais ici on peut très bien distinguer la fracture épiphysaire. Donc c'est une fracture qui est déplacée en arrière, comme on le voit ici. Donc elle est déplacée en postérieur. Ici, on voit un fémur, donc l'articulation coxofémorale. Ce qu'on voit ici, c'est le grand trochanter et on voit une fracture avulsion, c'est-à-dire le grand trochanter, il s'est carrément décollé du reste de l'os. Ici, le trait, on remarque le trait fracturaire ici et un deuxième trait ici. Donc, après avoir localisé notre fracture, on va s'intéresser de plus près au mécanisme de la fracture. Alors, il faut savoir qu'il existe 4 différents mécanismes: la torsion, la flexion, la compression et la traction. On va commencer ici par la torsion ou la rotation. C'est une force qui est donc rotatoire dans le plan transverse de l'os qui va faire que le fragment va tourner, le premier fragment, le fragment supérieur, va tourner par rapport au fragment inférieur, ce qui va donner le plus souvent un trait spiroïde. Regardez ici, c'est un trait qui va, on va dire, qui va s'enrouler sur tout l'os. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de compression. La compression est une force axiale qui va donc s'exercer sur l'axe de l'os, qui va le plus souvent donner ce qu'on appelle un trait oblique. Regardez ici, la force va s'exercer donc sur la partie supérieure de l'os et sur la partie inférieure de l'os. Elle va comprimer l'os dans son axe, va donner donc un trait oblique. Là, ce qu'on appelle ici la flexion, ici comme on le voit, la flexion est une force qui va exagérer la flexion habituelle de l'os. Elle va donc créer une angulation de l'os. Regardez ici, l'os il est en légère flexion, donc le membre est en légère flexion. Cette force de flexion, elle va exagérer la flexion naturelle du membre et va donner un trait le plus souvent oblique. Et au final, donc on a vu la tension, la flexion, la compression. On va voir la traction. La traction est un mécanisme qui fait que il y a une espèce d'arrachement. Il y a une force supérieure et une force inférieure qui vont aller dans deux côtés opposés, qui vont arracher les deux fragments l'un à l'autre. Ce mécanisme de traction, il va engendrer le plus souvent un trait de fracture donc transverse. Si on résume les mécanismes, il existe un mécanisme de torsion, donc c'est une force de torsion dans le plan transverse de l'os qui va engendrer le plus souvent des traits fracturaires donc spiroïdes. On a la flexion qui est une exagération de la flexion naturelle du membre et qui va engendrer des angulations, des traits fracturaires obliques. Il existe la compression qui est une force axiale
donc qui va s'exercer sur les deux extrémités supérieures et inférieures de l'os, qui va engendrer des traits fracturaires obliques, et la traction qui est le contraire de la compression. Donc c'est deux forces dans deux directions opposées sur les extrémités supérieures et inférieures de l'os, qui va engendrer des traits fracturaires donc transverses, comme on le voit ici. Alors, après s'être intéressé au mécanisme de la fracture, on va naturellement s'intéresser aux traits de fracture et au nombre de fragments. On peut distinguer donc trois types de fractures. La fracture simple, à deux fragments seulement, la fracture complexe ou trifragmentaire et la fracture comminutive. Alors, la fracture simple, c'est une fracture, comme on a dit, à double fragment, donc deux fragments seulement. Elle peut se présenter à traits transverses, obliques ou sphéroïdes. Donc, on doit se souvenir de ça. Fracture simple, deux fragments seulement. La fracture trifragmentaire, elle peut être bifocale. Bifocale, c'est-à-dire qu'on a deux traits fracturaires. Donc, trois fragments, deux traits fracturaires. Ou en aile de papillon. En aile de papillon, c'est pareil. On a deux traits, donc deux traits fragmentaires, deux traits fracturaires, pardon, mais qui vont délimiter un troisième segment entre eux en forme triangulaire. On va le voir par la suite. La fracture trifragmentaire, elle peut être étagée ou à double étage. Alors, il faut savoir qu'une fracture étagée, c'est plusieurs traits de fracture ou deux traits de fracture dans un même membre. Donc, par exemple, au membre supérieur, un trait de fracture au niveau de l'humérus et un trait au niveau, par exemple, du radius, c'est une fracture étagée. Une fracture à double étage est une fracture où il existe deux traits de fracture, mais sur le même membre, sur le même os. Par exemple, au niveau de l'humérus, j'ai deux traits fracturaires, un supérieur et un inférieur. C'est une fracture à double étage. La fracture comminutive, on parle de fracture comminutive quand il y a plus de 4 fragments, c'est-à-dire, en gros, l'os a éclaté. Il y a plus de 4 fragments fracturaires, l'os a carrément éclaté. Alors, on le voit ici, la première image, regardant juste un seul des deux os, on va regarder juste le tibia. C'est une fracture simple du tibia, une fracture diaphysaire d'abord, donc la localisation c'est la diaphyse. Elle est simple car il existe juste deux fragments et elle est transverse, donc c'est un trait transverse. C'est une fracture simple du tibia à trait transverse. Ici, pareil, c'est une fracture simple, mais le trait, il est oblique. Ici, pareil, il y a juste deux fragments, donc c'est une fracture simple, mais à trait sphéroïde. Le trait, il part d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Dans cette image, on voit, regardons juste le tibia, on voit que c'est une fracture complexe, il existe trois fragments. Ici pareil, le troisième fragment, il est triangulaire, c'est une fracture en aile de papillon. Il existe effectivement deux traits fracturaires, voici le premier et le deuxième. Mais le troisième fragment, il est triangulaire, donc c'est une fracture en aile de papillon. Ici, c'est une fracture complexe, trifragmentaire, on voit bien qu'il y a trois fragments. Le tibia s'est divisé en trois fragments, mais ce n'est pas une fracture en aile de papillon, c'est une fracture tout simplement trifragmentaire. On voit deux traits fracturaires qui délimitent un troisième fragment qui est cylindrique cette fois-ci. Ici, on voit dès qu'on dépasse trois traits de fracture, pardon, comme ici, c'est une fracture comminutive. Cette partie-là du tibia a carrément éclaté, donc il y a plus de 4 fragments osseux. Le paramètre suivant qu'on doit chercher sur une radiographie du membre, c'est le déplacement. Toujours, on regarde le déplacement par rapport au fragment inférieur, le fragment le plus distal. Par exemple, si j'ai un trait fracturaire au niveau de l'humérus, je vais regarder l'humérus distal pour dire est-ce que la fracture s'est déplacée ou pas. Qu'est-ce qui engendre le déplacement d'une fracture? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, ce sont les muscles et les ligaments qui exercent une certaine force sur la partie fracturée du muscle, la partie distale du muscle. Donc elle va soit tirer en avant, en arrière, latéralement ou même en bas ou en haut. Donc ce qui va engendrer le déplacement des fragments, mais aussi le ramassage. On peut avoir de mauvaises conditions de ramassage, déplacer les fragments sans s'en rendre compte. Alors les différents types
de déplacement, on a d'abord l'angulation. L'angulation se fait dans un plan frontal. Imaginez, j'ai par exemple un tibia qui est rectiligne, qui est bien droit. Si il se fracture et le fragment inférieur se déplace, je peux avoir une angulation, c'est-à-dire que le fragment inférieur peut se déplacer en latéral, donc il va faire une angulation donc latérale en valgus. Il peut se rabattre en médial, créer un varus, ou dans le plan sagittal, le fragment inférieur peut balancer en avant, créer un flexum, ou balancer en arrière, créer un recurvatum. Tout ça, imaginez une angulation du tibia. La translation ou déplacement en baïonnette, c'est un glissement. Le plus souvent, le trait fracturaire, il est oblique, donc la fracture est très instable. Le fragment inférieur, il va glisser par rapport au fragment supérieur, soit médialement, soit latéralement, ou antérieur, ou en antérieur, ou en postérieur, sans pour autant créer d'angle. Le raccourcissement ou le chevauchement du membre, c'est un déplacement non seulement en avant-arrière, en latéral ou en médial, mais aussi un déplacement supérieur du fragment distal, c'est-à-dire qu'il y aura un chevauchement entre les deux fragments osseux, il y aura un raccourcissement du membre. L'allongement, c'est le contraire. On a les deux fragments qui vont s'éloigner l'un de l'autre, créant un allongement du membre. La rotation, cette fois-ci, c'est un décalage. Il peut être interne ou externe dans le plan transverse de l'os. C'est-à-dire que le fragment inférieur va rouler sur lui-même, va faire une rotation sur lui-même, soit dans le sens interne, soit dans le sens externe. L'os fracturé va garder son axe, l'axe ne va pas changer, mais le fragment distal donc, va faire une rotation sur lui-même. Donc ici, on voit ce qu'est l'angulation ici. Donc ça, c'est une fracture des deux os de l'avant-bras. On voit très bien que les fragments fracturaires créent un angle entre eux. Et le radius et l'ulna. Ici, on voit très bien un chevauchement, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement médial, latéral ou antérieur-postérieur, mais aussi un raccourcissement du membre à cause d'un chevauchement. Regardez ici, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. La translation ou le glissement, je vous avais dit, c'est un trait le plus souvent oblique. Le fragment inférieur ici, le fragment inférieur va glisser comme ça latéralement ou médialement. C'est une fracture très instable quand c'est un trait oblique. On va s'intéresser un peu au principe de consolidation. Alors, comment est-ce qu'une fracture peut consolider? Le premier principe à savoir, c'est que l'os, c'est un organe vivant, c'est pas un organe mort, donc il peut se régénérer, il se régénère, surtout quand il y a une fracture. Alors, la consolidation passe par plusieurs étapes. La première étape est la formation de l'hématome fracturaire. Il faut savoir que dès qu'on se fracture, il y a du sang qui va remplir la cavité ou l'espace fracturaire, donc c'est ce qu'on appelle l'hématome fracturaire. Il est très très important pour la consolidation de la fracture car le sang qui va former l'hématome fracturaire contient beaucoup de facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance-là vont accélérer, vont améliorer la consolidation de l'os. Alors, quand est-ce qu'on n'a pas d'hématome fracturaire? Il faut savoir que dans tous les cas, dans toutes les fractures, on a un hématome fracturaire. C'est à nous, malheureusement, de décider de le garder ou de l'enlever. Tout traitement orthopédique, donc soit par plâtre, soit par fixateur externe, on va le voir tout à l'heure, donc va garder l'hématome fracturaire qui est très bénéfique pour la consolidation osseuse, mais les traitements chirurgicaux, surtout les traitements à foyer ouvert, donc où on doit ouvrir le lieu de fracture, va donc enlever l'hématome fracturaire. On doit enlever le sang pour mieux voir l'os, donc on va enlever l'hématome fracturaire et diminuer les facteurs de croissance, donc diminuer un peu pas les chances de guérison, mais on va diminuer la qualité de l'os qui va se former et on va rallonger le temps de consolidation. Alors, la formation du cal fibreux cartilagineux. Alors, la deuxième étape, c'est la formation du cal fibreux cartilagineux.
au bout duquel va se former un os réticulaire. L'os réticulaire, c'est pas un os très solide, donc il va se former en 3 semaines à peu près pour le membre supérieur, en 3 mois pour le membre inférieur. C'est un cal, ce qui va empêcher le déplacement secondaire de la fracture, certes, donc c'est bien, mais il ne va pas permettre l'appui précoce. On ne peut pas appuyer sur de l'os réticulaire au risque de le fragmenter encore une fois. Donc le cal fibrocartilagineux, c'est juste la première étape de la consolidation osseuse. On ne peut pas enlever le plâtre à ce moment-là. La formation du cal osseux, où se forme l'os lamellaire, il prend 6 semaines au membre inférieur à jusqu'à 6 mois au membre, plutôt 6 semaines au membre supérieur jusqu'à 6 mois au membre inférieur. Ce cal osseux, c'est lui l'os sur lequel on peut appuyer. Donc à ce moment-là, on peut enlever le plâtre, le fixateur externe, et on peut appuyer sur notre membre. Donc il n'y a aucun problème, c'est un os très rigide. La dernière étape de consolidation, c'est les remaniements osseux, au fil desquels va se former l'os compact, donc l'os définitif, l'os très solide, au bout de 18 à 24 mois. Alors, il faut savoir qu'on est totalement guéri d'une fracture jusqu'à 1 an et demi, jusqu'à 2 ans après la fracture. Donc, on ne peut pas se considérer guéri d'une fracture lorsqu'on enlève le plâtre. Certes, on peut mobiliser le membre, on peut appuyer sur le membre, mais ce n'est pas une guérison totale. La guérison et la formation de l'os compact se fait à 18-24 mois après la fracture. Donc, voici un schéma. Donc, la première étape, c'est la formation de l'hématome fracturaire. Ensuite, la formation d'un cal fibrocartilagineux qui prend 3 semaines à 3 mois. La formation d'un cal osseux qui prend 1 mois et demi jusqu'à 6 mois pour le membre inférieur. Et le remodelage osseux qui prend, comme je vous l'avais dit, 1 an et demi jusqu'à 2 ans. On va maintenant s'intéresser un peu à la prise en charge d'une fracture. Comment je fais lorsque je reçois un malade qui a une fracture quelconque? Alors, donc la prise en charge passe par plusieurs étapes. Premièrement, je dois maîtriser les mesures immédiates à faire dans le cas d'une fracture. Je dois savoir faire une réduction fracturaire, une contention et enfin une rééducation. Alors, la prise en charge passe d'abord par les mesures immédiates. Alors, les mesures immédiates consistent à d'abord calmer la douleur. Comme je vous l'avais dit, la douleur est un signe très important lors d'une fracture. C'est une douleur très intense qui n'est pas facilement calmée par les antalgiques. Donc, on va essayer de calmer la douleur dans un premier temps. Poser une attelle entre parenthèses de débrouillage. Cette attelle sert à immobiliser le membre, mais c'est pas une attelle définitive, c'est une attelle avec laquelle on va immobiliser le membre, le temps d'aller faire une radio, le temps d'aller vérifier si on n'a pas de problème au niveau viscéral ou cérébral. C'est justement le point suivant, toujours vérifier la présence d'une lésion viscérale ou cérébrale qui passe toujours en premier plan avant les atteintes des membres. Il faut savoir que lorsqu'on nous ramène un polyfracturé ou un polytraumatisé ou même un individu qui a une seule fracture, il faut toujours vérifier s'il n'a pas de problème viscéral, donc sur le plan chirurgical, ou une lésion cérébrale, car ces lésions-là sont mortelles, elles passent en premier plan avant toutes les autres lésions, donc les lésions orthopédiques au niveau les lésions traumatiques au niveau des membres. Donc, dans ce cas-là, on pose une attelle au niveau du membre traumatisé et on adresse le malade en chirurgie ou en neurochirurgie pour vérifier si il n'y a pas de grands problèmes à ce niveau-là. L'antibiothérapie et le sérum antitétanique sont systématiques si fracture ouverte. Alors, une fracture ouverte signe une infection et une possibilité de tétanos. Donc l'antibiothérapie et le sérum antitétanique sont systématiques dans ce cas-là. Et enfin, on pare les plaies. Alors, parer les plaies, c'est quand on a une plaie ouverte, il faut toujours la nettoyer, la savonner, la parer, c'est-à-dire exciser les parties qui sont très atteintes, qui sont nécrosées, pour délimiter la vraie plaie. Est-ce qu'elle est suturable ou pas? Est-ce qu'il y a une grosse
perte de substance, est-ce qu'il y a un décollement, etc. Donc pour mieux voir la plaie et l'évaluer. Donc les mesures immédiates, si on résume, je calme la douleur du patient, je mets une attelle de débrouillage le temps d'aller faire une radio ou d'adresser le patient à la chirurgie viscérale ou la neurochirurgie. Je pose une antibiothérapie et un sérum et j'injecte du sérum antitétanique au patient si jamais c'est une fracture ouverte. Et j'essaye de parer les plaies. Si jamais c'est une fracture ouverte, encore une fois, je pare les plaies, j'excise les parois de la plaie pour mieux évaluer ma plaie, est-ce qu'elle est suturable ou pas. Ensuite, je passe à ma lésion principale, la fracture. Alors, pour bien que la fracture soit consolidée, je dois passer par la première étape qui est la réduction. Réduire une fracture, c'est réaxer le membre, c'est-à-dire remettre le membre comme il est. Soit je fais une réduction anatomique, c'est-à-dire je remets l'anatomie du membre. Si par exemple j'ai une angulation, je dois aller à l'encontre de l'angulation, je dois faire le mouvement opposé à l'angulation. Si par exemple j'ai un chevauchement, je dois faire une traction sur le membre et réaxer le membre, le remettre sur son axe initial. Sinon, je fais une réduction. Donc, ça, c'est la réduction orthopédique. Sinon, je fais une réduction chirurgicale lorsque c'est une fracture articulaire. Il faut savoir que les fractures articulaires, je n'ai pas le droit de faire une réduction fonctionnelle. Une réduction fonctionnelle, c'est-à-dire juste réaxer le membre et le laisser tel quel. Les fractures au niveau des articulations ont besoin d'une réduction, ce qu'on appelle anatomique, c'est-à-dire qu'il faut remettre l'articulation exactement comme elle était. Sinon, j'aurai des risques de buter. L'articulation donc va buter sur le point qui n'est pas réduit anatomiquement et j'aurai un risque d'arthrose à un âge très précoce. Donc, on ne veut de l'arthrose pour personne. Dans ce cas-là, dans le cas d'une fracture articulaire, je dois réduire de façon anatomique de manière à remettre exactement la structure de l'articulation que j'avais avant. Donc, la réduction, donc, comme je l'ai dit, elle est soit orthopédique, soit chirurgicale. Elle est chirurgicale si j'ai une fracture très ouverte ou si j'ai une fracture si j'ai une fracture articulaire, pardon. Elle est orthopédique lorsque c'est une fracture, par exemple, diaphysaire. Elle n'a pas besoin de réduction anatomique, c'est juste une réduction fonctionnelle. Elle peut être manuelle. La réduction, c'est l'orthopédiste lui-même qui l'a fait. Elle peut être donc instrumentale, comme on le voit ici. C'est une machine donc c'est un instrument de réduction qui va tirer sur le membre, donc le tracter pour le réaxer, pour le remettre sur son axe. Ensuite, la contention, l'étape très importante de la prise en charge de la fracture. La contention, elle peut être orthopédique. Donc, le moyen très courant, c'est le plâtre, la contention plâtrée, ce qu'on voit ici. On pose un plâtre. Ou bien en posant un fixateur externe. Alors, il faut savoir que le fixateur externe est un instrument très pratique en orthopédie car il permet de non seulement réduire mais aussi faire une contention de la fracture sans mettre un plâtre, parce que le plâtre c'est pas la solution miracle. Si je pose un plâtre, il y a des indications, des contre-indications et des risques surtout. Par exemple, je risque d'engendrer un syndrome des loges qu'on va voir tout à l'heure. Je risque une atrophie des muscles, etc. Pour le fixateur externe, je ne risque rien de tout ça. Si par exemple j'ai une fracture ouverte, la plaie, elle va rester à l'air ouvert, elle va rester donc à l'air libre, pardon. Elle va pouvoir cicatriser, je vais pouvoir faire ma cicatrisation dirigée sur la plaie sans pouvoir mettre un plâtre dessus qui va augmenter les risques d'infection. Donc le fixateur externe, c'est un outil très important, surtout utilisé lorsque j'ai une fracture ouverte et je ne peux pas faire de chirurgie pour quelconque raison, je préfère utiliser le fixateur externe. La contention chirurgicale, il existe plusieurs moyens de contention chirurgicale. Un des moyens, c'est d'utiliser la vis orthopédique, comme ici on le voit
lorsque c'est une fracture par exemple articulaire, ici comme on le voit c'est une fracture du plateau tibial, on utilise des vis orthopédiques pour les maintenir en place. La vis va exercer ce qu'on appelle une force de traction sur les deux fragments donc fracturés ou plusieurs fragments fracturés plusieurs fragments fracturaires pardon, donc il va maintenir les fragments ensemble. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les plaques vissées orthopédiques. Une plaque vissée, c'est une plaque qu'on va appliquer donc sur l'os et qu'on va visser sur l'os grâce aux vis orthopédiques qu'on a vu juste avant. C'est un outil très utilisé en orthopédie. Il est très efficace, il permet de maintenir les fragments ensemble. Le seul petit inconvénient avec les plaques vissées, c'est qu'en les enlevant, on risque de refracturer l'os. Donc on va dire, c'est un moyen pas très privilégié, sauf dans certains cas. Il existe aussi ce qu'on appelle les broches orthopédiques, c'est ce qu'on voit ici, un embrochage orthopédique. Ça, c'est l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, donc une fracture ici au niveau du radius a bénéficié d'un embrochage orthopédique. Avec les broches orthopédiques, on peut aussi faire une deuxième technique de contention, c'est ce qu'on appelle l'aubanage. L'aubanage, c'est on fixe l'os grâce à deux broches et on prend un fil métallique qu'on va venir enrouler en 8 autour des deux broches, créer des forces de compression si on veut sur les deux. Ici on voit que c'est un trait fracturé ici, les deux fragments sont comprimés l'un contre l'autre grâce à l'aubanage qui va permettre leur consolidation. Alors l'aubanage on l'utilise surtout pour la patella, les fractures de la patella et les fractures de l'olecrane où on ne peut pas mettre de plaque et on ne peut pas mettre de vis. L'un des meilleurs outils de contention chirurgicaux, donc on a le clou centromédulaire. Le clou centromédulaire est un moyen très efficace de contention. C'est un gros instrument qu'on va venir insérer au niveau de du trou centromédulaire de l'os, ici comme on le voit au niveau du fémur. Donc c'est un clou qu'on va venir insérer au milieu de l'os, qu'on va venir fixer ici comme on le voit grâce à une vis au niveau inférieur. On le voit aussi ici. Bon, la vis n'est pas visible ici. Donc c'est un moyen très efficace. Pourquoi? Parce que le clou, je peux l'utiliser sans ouvrir le foyer fracturaire. Donc un clou devra être inséré ici. Imaginons que la fracture, elle est ici, on la voit très clairement, la fracture, elle est ici. Si la fracture est ici, je ne suis pas obligée d'ouvrir le foyer fracturaire. Je vais insérer mon clou au niveau du grand trochanter sans ouvrir la fracture. Donc sans éliminer l'hématome fracturaire qui est très important pour la consolidation de l'os. Pourquoi on vient fixer le clou grâce à une vis pour tout simplement éviter sa rotation, car ici on le voit, il est bien fixé à l'os, mais on ne peut pas empêcher sa rotation à l'intérieur du trou centromédulaire, donc on vient le fixer grâce à une vis pour éviter sa rotation. Enfin, un des moyens de contention chirurgicaux, on a la prothèse de hanche. La prothèse de hanche est un moyen comme un autre de contention. Alors, c'est pas vraiment un moyen de contention ici. Chez les personnes âgées, par exemple, qui présentent une fracture du col fémoral, qui est une fracture qui est très dangereuse car elle engendre le pronostic vital, on peut opter pour une prothèse au lieu d'un enclouage, par exemple. Donc la prothèse ici vient remplacer carrément la tête fémorale. Elle peut même des fois remplacer ici l'acétabulum. Donc c'est une prothèse totale de hanche ou une prothèse partielle qui remplace juste la tête fémorale, qui va nous éviter, en fait la contention grâce à un clou ou autre,
qui va éviter à la personne âgée un décubitus dorsal trop prolongé qui augmente le risque de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Enfin, la rééducation, c'est une étape très importante du traitement d'une fracture. Elle peut être précoce comme elle peut être tardive. Elle est précoce dans certaines fractures. Elle peut juste être à base de contraction isométrique du membre pour empêcher l'atrophie musculaire. Et puis, par la suite, lorsqu'on enlèvera le matériel de contention, qu'il soit orthopédique ou chirurgical, on peut recourir à une rééducation pour éviter la raideur articulaire, pour éviter l'atrophie musculaire, etc. Enfin, nous allons voir les complications fréquentes des fractures et des traitements des fractures. Les complications immédiates, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les lésions vasculaires, nerveuses, musculo-tendineuses ou les incarcérations qui peuvent être engendrées par un ramassage inadéquat. Les complications secondaires peuvent être à titre d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse profonde, surtout lors des interventions sur le membre inférieur qui sont très thrombogènes et très emboligènes. Je peux avoir un syndrome d'éloge par exemple. Le syndrome d'éloge est un syndrome de compression. Il est très visible lors des contentions plâtrées. Lorsque le plâtre est trop serré, j'ai une compression trop prolongée sur le membre, ce qui engendre un syndrome d'éloge. Donc les muscles sont très comprimés. Ce syndrome d'éloge peut, s'il est négligé, arriver jusqu'à l'amputation du membre. Je peux aussi avoir des infections, soit suite à la fracture elle-même, soit suite au traitement chirurgical, au matériel de contention que je mets en place. Donc il peut exister des infections à ce niveau-là. Les complications tardives sont à titre de pseudarthrose. Alors la pseudarthrose, c'est un défaut de consolidation. C'est pas de consolidation du tout dans les délais adéquats. Alors le délai au bout duquel je peux dire qu'il y a pseudarthrose au niveau du membre supérieur est d'1 mois et demi à 3 mois. Au membre inférieur, je peux aller jusqu'à 6 mois pour dire qu'il y a une pseudarthrose. Donc la pseudarthrose, c'est pas de consolidation du tout de la fracture. Un cal vicieux, c'est la consolidation de l'os, mais pas correctement. Le cal vicieux peut être la conséquence d'un déplacement secondaire. Par exemple, lors d'une traction, on a réaxé le membre, mais après avoir posé le plâtre, il y a eu un déplacement secondaire du fragment distal, ce qui va engendrer un cal vicieux. C'est-à-dire que la fracture va guérir, mais elle ne va pas guérir dans le bon axe. La nécrose aseptique, on voit ça surtout dans les fragments qui sont très, on va dire, mal vascularisés, comme la tête du fémur, la tête de l'humérus ou le scaphoïde donc, de la main. Ces parties-là de l'os sont mal vascularisées, donc une fracture à ce niveau-là peut engendrer une nécrose par défaut de vascularisation. Elle est aseptique, c'est-à-dire il n'y a pas d'infection, c'est juste une nécrose par défaut de vascularisation. Et on peut avoir des raideurs articulaires si la rééducation n'a pas été débutée à temps, ou si par exemple la contention n'est pas de très bonne qualité, ou si la réduction n'a pas été anatomique dans les fractures articulaires, je peux avoir des raideurs articulaires qui vont se former par la suite. Voici ici, on voit sur cette image un syndrome d'éloge, donc suite à un plâtre trop serré au niveau du membre inférieur. Et sur cette image, on voit une infection sur un matériel donc orthopédique. On voit ici la pose d'une plaque vissée qui s'est infectée par la suite et qui a donné l'image qu'on voit ici. Voilà donc pour le cours des généralités sur l'orthopédie. J'espère que ça vous a été bénéfique. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci.